Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de camionnette abandonnée, celle où j'ai entendu une voix m'appeler. Je m'appelle Élodie, j'ai 29 ans, et à l'époque des faits, je travaillais comme vétérinaire itinérante dans une zone rurale du Jura. Mon métier consistait à me déplacer de ferme en ferme, souvent dans des coins isolés, mal desservis, où les routes se perdaient parfois dans la forêt. J'aimais cette solitude professionnelle, ces trajets silencieux entre deux visites, la radio allumée en sourdine et le paysage qui défilait sans jamais vraiment changer. Je conduisais un vieux break, fiable mais fatigué, que je connaissais par cœur après des années passées à sillonner ces routes de campagne. J'avais grandi dans cette région, entourée de forêts et de fermes isolées, et je pensais naïvement en connaître chaque recoin, chaque chemin, chaque histoire ancienne racontée le soir. Mes grands-parents évoquaient parfois, lors des repas de famille, de vieilles légendes locales, des disparitions inexpliquées et des routes que les anciens du village évitaient soigneusement après la tombée de la nuit. J'avais toujours pris ces récits avec le recul amusé d'une adulte raisonnable, persuadée que la superstition n'avait pas sa place dans mon quotidien, fait de vaccins, de soins et de trajets professionnels. Je ne pouvais alors pas savoir à quel point cette nuit d'automne allait bouleverser cette certitude tranquille, ni combien cette forêt familière allait me révéler un tout autre visage. Ce jour-là, en fin d'automne, je revenais d'une exploitation isolée après avoir soigné un troupeau de vaches touché par une infection respiratoire. La nuit tombait déjà, tôt comme toujours à cette saison, et le brouillard commençait à s'épaissir sur la route étroite que j'empruntais habituellement. J'ai décidé de couper par un ancien chemin forestier, un raccourci que je prenais parfois pour éviter un détour de 20 minutes par la départementale. Ce chemin traversait une portion de forêt dense, bordée de part et d'autre par des sapins serrés qui absorbaient presque toute la lumière du crépuscule. C'est au détour d'un virage que j'ai aperçu, garée de travers dans un renfoncement, une camionnette blanche, visiblement à l'abandon depuis longtemps. La carrosserie était rongée par la rouille par endroits, les pneus complètement dégonflés et une épaisse couche de mousse recouvrait le pare-brise fissuré. J'ai ralenti par simple curiosité, un réflexe presque professionnel, habitué à repérer les véhicules abandonnés qui parsemaient parfois ces routes reculées. Je n'avais pas l'intention de m'arrêter jusqu'à ce que mon regard croise, sur le flanc du véhicule, un logo à moitié effacé qui a immédiatement retenu mon attention. C'était le logo d'une ancienne entreprise de transport, une société qui avait disparu des années auparavant après un fait divers dont j'avais vaguement entendu parler enfant. Une camionnette de cette même entreprise s'était volatilisée avec son chauffeur quelque part dans cette région, sans que personne n'ait jamais retrouvé la moindre trace. L'affaire avait fait grand bruit à l'époque, puis s'était peu à peu effacée de la mémoire collective, comme tant d'autres mystères de province jamais résolus. Je me suis arrêtée sur le bas-côté, le moteur tournant encore, hésitant entre la prudence et cette curiosité tenace qui me poussait à en savoir davantage. J'ai coupé le contact et je suis descendue de mon break, m'approchant lentement de l'épave dans la pénombre grandissante de cette fin de journée d'automne. L'air sentait la terre humide et les feuilles en décomposition. Un silence presque total régnait sur les lieux, seulement troublé par le craquement de mes pas. J'ai fait le tour du véhicule, observant les portières arrière fermées par une chaîne rouillée et l'habitacle avant complètement vide, à l'exception d'une poussière épaisse. Je me suis dit que cette camionnette n'avait probablement rien à voir avec l'histoire dont je me souvenais vaguement, simplement un véhicule laissé là par négligence. Au moment où j'allais faire demi-tour et regagner ma voiture, j'ai entendu quelque chose qui m'a figé sur place, un son ténu mais parfaitement audible. Une voix faible, presque inaudible, provenant de l'intérieur de la camionnette, prononçant ce qui ressemblait à un appel à l'aide étouffé par la distance. J'ai retenu mon souffle, tendant l'oreille, persuadé d'avoir mal entendu, peut-être le vent s'engouffrant dans les branches ou un animal caché non loin de là. Mais le son est revenu, plus net cette fois, une voix de femme, brisée, répétant un mot que je ne parvenais pas encore à distinguer clairement. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, un mélange d'inquiétude professionnelle et de peur instinctive, l'idée que quelqu'un puisse être enfermé dans ce véhicule abandonné. Je me suis approché des portières arrière, le pouls résonnant dans mes tempes, et j'ai posé la main sur la chaîne rouillée qui les maintenait fermées. La voix a semblé se rapprocher à ce moment précis, comme si elle venait de percevoir ma présence, prononçant distinctement un prénom que je ne connaissais pas. Ce n'était pas mon prénom, ni celui de personne que je connaissais, mais une syllabe répétée avec une détresse qui m'a glacé le sang instantanément. J'ai tenté de tirer sur la chaîne, sans succès, la rouille l'ayant soudée au métal des portières depuis probablement des années entières sans que personne n'y touche. J'ai reculé de quelques pas, cherchant du regard un outil, une pierre, quelque chose qui pourrait m'aider à forcer cette fermeture improvisée et vétuste. C'est à cet instant que j'ai réalisé un détail troublant. La nuit était complètement tombée, alors qu'il ne s'était écoulé, selon moi, que quelques minutes à peine.
Ma montre indiquait 1 heure que je ne parvenais pas à expliquer, presque 40 minutes s'étaient écoulées depuis mon arrêt sur le bas-côté de la route. J'ai sorti mon téléphone pour appeler du secours, mais aucun réseau n'était disponible à cet endroit isolé de la forêt, l'écran affichant obstinément l'absence de barre. La voix a continué de m'appeler, plus insistante, plus proche encore, comme si elle provenait désormais de juste derrière les portières, à quelques centimètres de mon visage. J'ai reconnu, cette fois avec certitude, que la voix prononçait un nom, un prénom féminin, peut-être Mathilde ou Mireille, difficile à distinguer avec précision dans l'obscurité. Une détresse pure vibrait dans cette voix, une supplication qui me poussait irrésistiblement à trouver un moyen d'ouvrir ces portières, malgré la peur grandissante qui m'habitait. J'ai fini par trouver une branche solide au sol, assez robuste pour servir de levier, et je l'ai glissée entre les maillons de la chaîne rouillée. En forçant de toutes mes forces, j'ai senti le métal céder légèrement, un grincement aigu déchirant le silence de la forêt environnante, presque assourdissant dans ce calme absolu. La chaîne a fini par se rompre après plusieurs tentatives, tombant lourdement au sol dans un bruit métallique qui a résonné longtemps dans l'obscurité de la clairière. J'ai attrapé la poignée de la portière droite, hésitant une fraction de seconde avant de tirer d'un geste sec, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. La portière s'est ouverte dans un grincement prolongé, révélant l'intérieur sombre et vide de la camionnette, sans la moindre trace de présence humaine visible. J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone, balayant l'espace confiné, ne découvrant que des cartons effondrés, de la poussière et quelques outils rouillés abandonnés là. La voix s'est tue instantanément dès que la lumière a envahi l'habitacle, comme si elle craignait cette clarté artificielle, comme si elle se retirait dans l'ombre. J'ai reculé d'un pas, troublé, incapable de comprendre comment un son aussi clair avait pu provenir d'un espace aussi manifestement inhabité depuis des années. J'ai éclairé chaque recoin, chaque carton, chaque interstice possible, cherchant une explication rationnelle à ce que je venais d'entendre avec une telle netteté. Rien, absolument rien ne pouvait justifier cette voix, aucun système audio, aucune trace de présence récente, seulement la poussière figée d'un abandon de plusieurs années. J'ai remarqué dans un coin de la camionnette un vieux carnet de livraison gondolé par l'humidité, les pages presque entièrement effacées par les années passées à l'air libre. J'ai réussi à distinguer sur la dernière page griffonnée une date de novembre et un nom de destinataire, mais l'encre était trop délavée pour en tirer davantage. Je me suis penché pour ramasser ce carnet, mu par un réflexe presque professionnel de curiosité, quand un froid soudain a envahi tout l'habitacle en un instant. Ce n'était pas la fraîcheur naturelle de cette soirée d'automne, mais quelque chose de plus dense, de plus localisé, un froid qui semblait émaner du fond du véhicule. Ma respiration s'est mise à former des petits nuages de buée devant mon visage, alors que quelques secondes plus tôt, aucun signe de ce genre n'était perceptible. J'ai reculé instinctivement, lâchant le carnet qui est retombé dans la poussière, tandis qu'un frisson glacial remontait le long de ma nuque jusqu'à la racine de mes cheveux. La lampe de mon téléphone a vacillé à ce moment précis, l'écran clignotant comme si la batterie venait soudainement de flancher, alors qu'elle affichait encore 60% quelques instants plus tôt. J'ai secoué l'appareil, tapoté l'écran, sans parvenir à stabiliser la lumière qui continuait de faiblir par intermittence, plongeant l'habitacle dans une pénombre inquiétante par vagues successives. C'est dans l'un de ces courts moments d'obscurité que j'ai cru distinguer, tout au fond du véhicule, une forme plus dense que les ombres environnantes, comme accroupie contre la paroi. Je n'ai pas attendu de vérifier si mon imagination me jouait des tours, reculant précipitamment hors de la camionnette, le cœur battant à une vitesse presque douloureuse. Je me suis assise au volant, verrouillant instinctivement les portières avant de démarrer et de reprendre la route, les mains tremblantes sur le volant. Dans le rétroviseur, alors que je m'éloignais, j'ai eu la sensation fugace d'apercevoir une silhouette debout près de la camionnette, immobile, me regardant partir. J'ai accéléré, refusant de m'attarder sur cette image, préférant me concentrer sur la route sinueuse qui me ramenait progressivement vers la civilisation et ses lumières familières. Une fois rentré chez moi, dans mon petit appartement au-dessus du cabinet vétérinaire, j'ai verrouillé la porte avec un soin inhabituel, sans parvenir à me calmer complètement. J'ai passé la soirée à chercher sur Internet des informations sur cette entreprise de transport disparue, sur ce fait divers vaguement remémoré de mon enfance. J'ai fini par trouver un article de presse daté d'une vingtaine d'années auparavant, relatant la disparition d'une camionnette et de sa conductrice sur une route de cette même région. La conductrice s'appelait Mireille Fontaine, 36 ans à l'époque, mère de 2 enfants, disparue un soir de novembre en effectuant une livraison de routine. Aucune trace du véhicule n'avait jamais été retrouvée jusqu'à ce jour, l'enquête ayant fini par être classée sans suite, faute d'éléments concrets pour la faire avancer. J'ai senti un frisson glacial me parcourir en lisant ce prénom, Mireille, si proche de celui que j'avais cru entendre prononcer dans l'obscurité de la clairière.
J'ai continué mes recherches pendant plus d'une heure, dévorant chaque article que je parvenais à trouver, chaque forum local évoquant encore cette disparition non résolue. Un site consacré aux affaires classées de la région consacrait un long article à cette histoire, avec des photographies d'époque de la camionnette et de sa conductrice souriante. Sur l'une des photos, prises quelques semaines avant sa disparition, Mireille Fontaine posait devant son véhicule, un foulard noué autour du cou, le sourire un peu timide. J'ai reconnu avec un malaise grandissant les mêmes courbes de carrosserie, la même teinte blanche désormais rongée par la rouille que j'avais vue quelques heures plus tôt dans la clairière. L'article mentionnait également que la nuit de sa disparition, une tempête de neige précoce s'était abattue sur la région, rendant les routes de montagne particulièrement dangereuses. Plusieurs témoins avaient rapporté avoir aperçu une camionnette correspondant à la sienne circulant sur cette même route forestière peu avant que les communications avec elle ne cessent définitivement. Les enquêteurs de l'époque avaient exploré la forêt pendant plusieurs semaines sans succès avant que les recherches ne soient progressivement abandonnées faute de moyens et de nouvelles pistes. Un journaliste local avait recueilli le témoignage bouleversant de ces deux enfants, alors âgés de 8 et 11 ans, qui espéraient encore, des années plus tard, revoir leur mère un jour. J'ai fermé mon ordinateur portable vers 1 heure du matin, incapable de lire une ligne de plus, les yeux brûlants de fatigue et l'esprit saturé d'images inquiétantes. Je me suis dirigée vers ma chambre, tirant les rideaux avec un soin inhabituel, vérifiant 2 fois que la fenêtre était correctement verrouillée avant de me coucher. Malgré l'épuisement, le sommeil a mis longtemps à venir, mon esprit repassant en boucle cette voix, ce prénom murmuré, cette silhouette entreaperçue dans le rétroviseur de ma voiture. J'ai fini par sombrer dans un sommeil agité, peuplé de rêves confus où je marchais dans une forêt sombre, poursuivi par une voix appelant sans relâche. Je me suis réveillée en sursaut au milieu de la nuit, persuadée d'avoir entendu, encore une fois, ce même prénom murmuré tout près de mon oreille droite. La chambre était pourtant vide, silencieuse, seulement éclairée par la lueur blafarde du réverbère filtrant à travers les rideaux mal fermés de ma fenêtre. Les jours suivants, j'ai tenté de reprendre le cours normal de ma vie, retournant travailler, visitant les fermes de ma tournée habituelle sans encombre particulier. Mais l'idée de cette camionnette et de cette voix continuait de me hanter, revenant sans cesse dans mes pensées, même au milieu des tâches les plus banales. Je sursautais au moindre bruit inattendu dans mon appartement, guettais des ombres qui n'existaient pas dans les coins de mon salon, incapable de retrouver une tranquillité d'esprit normale. Mes collègues du cabinet vétérinaire ont fini par remarquer mes cernes et ma nervosité inhabituelle, sans que j'ose leur confier la véritable raison de cet état d'épuisement. J'évitais soigneusement le chemin forestier lors de mes tournées, préférant le détour par la départementale malgré les 20 minutes supplémentaires que cela impliquait chaque fois. Mais chaque nuit, mes rêves me ramenaient inlassablement dans cette clairière, face à cette camionnette blanche rongée par la rouille, sans jamais parvenir à en distinguer davantage. Je me réveillais systématiquement au même instant du rêve, juste avant que la portière ne s'ouvre complètement, le cœur battant et les draps trempés de sueur froide. Cette répétition nocturne a fini par m'épuiser, au point que je redoutais presque autant le sommeil que le silence de mon propre appartement une fois la nuit tombée. Une semaine plus tard, presque malgré moi, j'ai repris ce même chemin forestier sous prétexte d'une visite dans une exploitation voisine de celle de la première fois. J'avais besoin de vérifier, de comprendre, de savoir si ce que j'avais vécu était réellement arrivé ou simplement le fruit d'une fatigue et d'une imagination trop sollicitée. J'ai roulé lentement sur cette portion de route, les mains crispées sur le volant, scrutant chaque recoin de la forêt à travers mon pare-brise embué par la nervosité. Le brouillard s'était encore levé ce jour-là, comme s'il accompagnait systématiquement mes visites à cet endroit précis, enveloppant les sapins d'une brume grisâtre et silencieuse. La camionnette se trouvait exactement là où je l'avais laissée, la portière droite toujours ouverte, grinçant doucement sous l'effet du vent qui balayait la clairière. Je me suis garé à distance respectable cette fois, refusant de m'approcher davantage, observant l'épave depuis l'intérieur sécurisant de mon propre véhicule verrouillé. Le moteur tournait encore, chauffage allumé, et pourtant je sentais une fraîcheur inhabituelle s'infiltrer par les grilles d'aération, comme si le froid de cet endroit refusait de rester à l'extérieur. J'ai coupé le chauffage, incapable d'expliquer pourquoi ce geste me semblait soudain nécessaire, préférant grelotter plutôt que de laisser cet air étrange continuer à circuler dans l'habitacle. J'ai attendu de longues minutes, guettant le moindre son, le moindre mouvement, sans que rien ne vienne troubler le silence pesant de cette fin d'après-midi. Les corbeaux perchés dans les sapins environnants se sont soudain envolés tous ensemble dans un vacarme d'ailes et de croissements qui a déchiré le silence sans raison apparente. Ce genre de comportement collectif et soudain chez les oiseaux m'était familier de mon métier, un signe presque toujours associé à la présence d'un prédateur ou d'un danger imminent.
Mais aucun animal, aucune menace visible ne semblait justifier cette fuite précipitée, seulement la clairière silencieuse et la camionnette immobile, comme figée dans une attente indéfinissable. Alors que je m'apprêtais à repartir, convaincu d'avoir imaginé toute cette histoire, la voix est revenue, distincte, claire, portée par le vent jusqu'à mes vitres fermées. Cette fois, elle ne prononçait plus seulement un prénom, mais une phrase entière, fragmentée, entrecoupée de sanglots qui semblaient authentiques malgré leur origine impossible. Elle disait qu'elle était fatiguée, qu'elle attendait depuis si longtemps, qu'elle voulait simplement rentrer, retrouver ses enfants, qui devaient désormais avoir grandi sans elle. J'ai senti les larmes me monter aux yeux malgré la terreur qui m'habitait, submergée par une compassion inattendue pour cette présence qui semblait tant souffrir. J'ai baissé légèrement ma vitre, incapable de rester insensible à cette détresse, malgré tous les signaux d'alarme que mon instinct de survie m'envoyait simultanément. J'ai demandé, d'une voix tremblante, ce que je pouvais faire pour l'aider, sans obtenir de réponse immédiate, seulement le silence pesant de la forêt environnante. Puis la voix a répondu, plus faible, presque un souffle, disant qu'elle avait besoin qu'on la retrouve, qu'on prévienne sa famille, qu'on lui donne enfin une sépulture digne. J'ai compris à ce moment précis que Mireille Fontaine n'avait probablement jamais quitté cet endroit, que son corps devait se trouver quelque part dans les environs immédiats. J'ai remonté ma vitre et j'ai quitté les lieux, cette fois avec une intention précise, celle de contacter les autorités locales dès le lendemain matin. Le lendemain, je me suis rendue à la gendarmerie du village le plus proche, expliquant du mieux que je pouvais ce que j'avais vécu à 2 reprises. J'ai volontairement simplifié mon récit, évitant de mentionner la voix elle-même, préférant insister sur la découverte du véhicule correspondant à celui décrit dans les archives de l'ancienne enquête. Les gendarmes se sont montrés sceptiques dans un premier temps, comme il fallait s'y attendre face à un témoignage aussi étrange venant d'une inconnue de passage. L'un des jeunes agents a même laissé entendre, avec un sourire à peine dissimulé, que je devais confondre cette épave avec un simple véhicule agricole abandonné, comme il en existait tant dans la région. Mais l'un d'eux, plus âgé, se souvenait vaguement de l'affaire de la camionnette disparue et a fini par accepter d'envoyer une équipe examiner le véhicule. Il m'a expliqué que cette disparition avait profondément marqué la brigade à l'époque, certains de ses collègues plus anciens ayant participé aux recherches infructueuses menées 20 ans auparavant. Il a noté mes coordonnées avec soin, me promettant de me tenir informé de la suite donnée à mon signalement, quel qu'en soit le résultat final. J'ai quitté la gendarmerie avec un sentiment étrange, à la fois soulagée d'avoir agi et anxieuse à l'idée que cette démarche ne mène finalement à rien de concret. J'ai accompagné les gendarmes jusqu'à la clairière, le cœur serré, redoutant autant de ne rien trouver que de découvrir quelque chose de terrible enfin révélé. Les recherches menées autour de la camionnette ont duré plusieurs jours, mobilisant des équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains enfouis. J'ai tenu à rester en retrait durant toute cette période, observant depuis la lisière de la forêt les allées et venues des enquêteurs, incapables de m'éloigner complètement des lieux. Chaque soir, en rentrant chez moi, je repensais à cette voix qui m'avait supplié, espérant sincèrement que ces recherches aboutiraient enfin à une réponse pour cette femme et sa famille. Un gendarme, celui qui s'était montré le plus attentif à mon témoignage dès le premier jour, me tenait informé avec une discrétion et une gentillesse dont je lui suis encore reconnaissante. Le 6e jour, les chiens ont marqué un point précis en contrebas de la clairière, dans un ravin dissimulé par une végétation dense et difficile d'accès. J'étais présente à ce moment-là, tenue à distance par un cordon de sécurité, observant les équipes s'affairer avec une gravité qui m'a fait comprendre que quelque chose venait d'être trouvé. Le silence qui s'est abattu sur le site à cet instant précis était différent de tous ceux que j'avais connus dans cette forêt, presque solennel, presque respectueux. J'ai senti les larmes me monter aux yeux sans pouvoir les retenir, un mélange de tristesse profonde et d'un soulagement que je peinais moi-même à comprendre pleinement. Les fouilles ont finalement permis de retrouver des restes humains, identifiés quelques semaines plus tard grâce à des analyses comme étant ceux de Mireille Fontaine. L'enquête a conclu à un accident survenu cette nuit de novembre, la camionnette ayant probablement glissé sur la route verglacée avant que sa conductrice ne tente de fuir à pied. Les experts ont supposé qu'elle avait cherché à rejoindre la route principale à pied dans la tempête avant de chuter dans ce ravin dissimulé par la végétation dense. Elle avait dû succomber au froid et à ses blessures durant cette même nuit, à quelques centaines de mètres seulement de l'endroit où sa camionnette resterait figée pendant 20 années entières. J'ai appris par la suite que ces 2 enfants, désormais adultes, avaient enfin pu organiser des funérailles dignes pour leur mère, mettant un terme à 20 années d'incertitude insoutenable. Le gendarme qui m'avait tenu informé durant l'enquête m'a proposé quelques semaines plus tard de rencontrer brièvement la fille de Mireille, qui souhaitait me remercier personnellement de ma démarche. J'ai accepté avec une certaine appréhension, ne sachant pas quel mot trouver face à cette femme dont j'avais, sans le vouloir vraiment, bouleversé l'existence entière.
Elle m'a simplement prise dans ses bras en silence, longuement, et j'ai compris à cet instant que je n'avais nul besoin de prononcer la moindre parole. Elle m'a raconté, les yeux embués, avoir grandi avec cette question lancinante, ce vide jamais comblé, cette absence de certitude qui avait empoisonné chaque anniversaire, chaque fête, chaque moment important de sa vie. Elle m'a confié qu'elle pourrait désormais se recueillir sur une tombe véritable, déposer des fleurs à une date précise, offrir enfin à sa mère le repos qu'elle n'avait jamais pu lui donner. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un sentiment étrange, mélange de tristesse profonde et d'une forme de paix inattendue, comme si quelque chose s'était enfin refermé correctement. Je ne suis jamais retournée sur ce chemin forestier après cet épisode, préférant emprunter systématiquement le détour par la départementale, même si cela rallongeait mes trajets. Je n'ai plus jamais entendu cette voix, ni ressenti cette présence, comme si le fait d'avoir retrouvé son corps avait enfin permis à Mireille de trouver le repos. Mes nuits sont redevenues paisibles, mes rêves ordinaires, et peu à peu, l'angoisse qui m'avait habité durant ces semaines s'est estompée pour laisser place à un souvenir plus apaisé. Il m'arrive encore, en croisant un véhicule abandonné au bord d'une route isolée, de ralentir instinctivement, de tendre l'oreille quelques secondes avant de poursuivre ma route. Je pense souvent à elle, à cette voix désespérée dans l'obscurité, et je me dis que certaines rencontres, aussi terrifiantes soient-elles, portent parfois en elles une forme de délivrance inattendue et précieuse. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne à la lueur de la bougie pour ne manquer aucune histoire. Prenez soin de vous, et si un jour vous croisez un véhicule abandonné au bord d'une route isolée, écoutez bien avant de vous approcher. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure à la lueur de la bougie.